Bienvenue sur Fragile. Je vous propose de poursuivre votre découverte de Porquerolles, île sœur de Porquerolles. Plus sauvage, plus mystérieuse, plus lointaine, 10 fois moins peuplée que sa voisine Porquerolles, Porquerolles fut un haut lieu de villégiature intellectuelle pour des artistes et gens de lettres. Dans l'esprit de l'île, magnifique ouvrage paru aux éditions Claire Pollan dont je vous recommande vivement la lecture, Pierre Buffet, grande personnalité de Porquerolles, écrit « Ceux qui ont su s'implanter dans cette île avaient un supplément d'âme. Ils ont su se nourrir de la poésie de ce lieu et s'en sentir solidaires, au point souvent de ne pouvoir s'en arracher. » Cette semaine, justement, je reçois l'éditrice Claire Pollan, petite fille de Jean Paulhan. Bonjour Claire. Bonjour. Vous êtes éditrice spécialisée dans la littérature autobiographique et l'histoire littéraire. Vous avez publié notamment en 2014 L'Esprit de l'île, les mémoires de Pierre Buffet, grande personnalité de Porquerolles à qui un épisode du podcast a été consacré, et d'autres ouvrages sur lesquels nous allons revenir. Votre attachement, sinon votre intérêt et votre engagement pour Porquerolles sont le fruit d'un héritage transmis par vos grands-parents et votre père, dont vous portez le nom. En effet, vous êtes la petite fille de Jean Paulhan, écrivain, critique littéraire et éditeur français, qui fut rédacteur en chef puis directeur de la NRF, la Nouvelle Revue Française, de 1920 à 1968. Avant de parler de votre travail, j'aimerais qu'on évoque le lien de votre famille à Porquerolles. Alors tout commence en 1925 quand votre grand-père Jean Paulhan se rend à Porquerolles pour y trouver un peu de repos. Il vient d'être nommé à la tête de la NRF et séjourne à l'hostellerie provençale tenue alors par les Henry. Je rappelle aux auditeurs que Marcel et Marceline Henry sont des figures tutélaires de l'île, arrivées en 1919 à Porquerolles, qui ont marqué l'histoire de cette île, laquelle est racontée justement dans les mémoires de Pierre Buffet que vous avez édité. Il se trouve que Marceline Henry, en plus de son intérêt pour la littérature et la poésie, est abonnée à la NRF. Votre grand-père se lie d'amitié avec elle et dès 1927, grâce à Marcel Henry, les éditions Gallimard, auxquelles la NRF appartenait, louent le fort de la Vigie, ce qui permet à Jean Paulhan et votre grand-mère d'y séjourner. Le fort devient alors le lieu où se rassemble toute la communauté littéraire de la NRF, au rang desquels Marcel Arlan, Henri Michaud, Paul Valéry, Supervielle et beaucoup d'autres, et cela de 1927 à la veille de la guerre en 1939. Claire, est-ce que vous savez pourquoi votre grand-père a choisi Porquerolles comme lieu de villégiature en 1925 et comment il a connu cette île ? Je crois que c'était très lié au fait qu'il avait pris donc la direction de la Nouvelle Revue Française et qu'il s'est rendu compte très vite que ça serait un travail extrêmement éprouvant et qu'il allait devoir y mettre toute sa vie. Et quitte à y mettre toute sa vie, il pouvait aussi trouver un lieu de vacances où d'autres écrivains de la NRF, et il a envoyé des invitations à des centaines d'écrivains, où d'autres écrivains de la NRF pourraient avec lui séjourner, travailler intellectuellement, travailler à leurs textes, mais aussi travailler en commun à faire la cuisine, la vaisselle, nettoyer les casemates, etc. Et comme Marcel et Marceline Henry ont proposé l'occupation du fort de la Vigie, qui est quand même le fort le plus lointain du port de Porquerolles, et le plus isolé, le plus secret, celui qui domine toute l'île, il y avait une possibilité d'imaginer une sorte de phalanstère des lettres. Alors bien sûr, c'est un rêve, ça a pris, peut-être au début des années 30, ça a pris cette tournure idéale, mais ça n'a pas toujours été très facile, ni très réussi. Enfin, toujours est-il que chaque été, quand mon grand-père venait ici, avec ma grand-mère Germaine, il avait lancé tellement d'invitations qu'il y avait au moins 5 ou 6 écrivains qui étaient avec lui et qui venaient passer une semaine, 15 jours, parfois plus. Et puis il y avait pas mal de passages. C'était vraiment un lieu très fréquenté par des écrivains et fait pour des écrivains, pour qu'ils s'isolent de la société tout en continuant à travailler ensemble. Mmh. Alors on comprend que pour votre grand-père, Porquerolles est vraiment à la fois un lieu de ressourcement, de dépaysement aussi certainement, car la vie au fort de la Vigie, on a compris, loin de Paris, était spartiate et pas forcément simple d'un point de vue logistique. C'était aussi un lieu de travail, bien sûr, vous l'avez dit, et de rassemblement de la communauté littéraire dont il s'était entouré. Est-ce que votre grand-père a écrit sur Porquerolles ou est-ce que certains des écrivains qui ont partagé ces séjours ont écrit sur Porquerolles ?
Alors là, c'est très curieux, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à découvrir, à formaliser et à prouver. Il semble que les écrivains de l'ANRF qui sont venus ici se sont un petit peu définis contre la littérature sur l'île de Porquerolles, qui était à l'époque représentée par le best-seller intégral, qui était Jean d'Agrève, par Eugène Melchior de Vaugué. Ils avaient tous lu Jean d'Agrève, Marcel Arlan avec intérêt, et il faisait un peu de prosélytisme pour convaincre les autres écrivains de l'ANRF de lire Jean d'Agrève, mais ça représentait pour eux la société d'avant, la littérature d'avant. Donc, les uns et les autres ont très peu produit de textes proprement littéraires sur Porquerolles. Supervielle a fait quelques poèmes avec des allusions minuscules sur Porquerolles. Il faut vraiment à la fois très bien connaître Porquerolles et très bien connaître la langue de Supervielle pour se rendre compte qu'il s'agit de Porquerolles. Marcel Arlan a écrit un magnifique texte qui s'appelle Ce que fut la vigie. Oui. Très très beau, qui arrache les larmes vraiment, mais très longtemps après leur passage. Je suis encore à la recherche de 2 ou 3 textes dont j'ai connaissance mais que je n'ai pas encore trouvé, qui doivent être sur des manuscrits. Mais les uns et les autres ont plutôt travaillé à leur propre œuvre dans un cadre idyllique et aussi parfois un peu rude, un peu sauvage, mais où ils étaient à l'abri de toute sollicitation de la société normale et surtout de la côte varoise. Et avec des amis, et tout le monde travaillait finalement dans le même sens, à produire de la littérature en commun. Mais pas forcément en lien avec Porquerolles. Mais pas forcément en lien avec Porquerolles. Alors là où on trouve un lien, c'est dans leur correspondance entre les uns et les autres, où ils parlent beaucoup de Porquerolles parce que c'est leur lieu de vacances communes, c'est un lieu où ils s'entendent très bien, où ils se ressourcent. Alors quand est-ce que tu vas venir? Ah, mais je vais pas pouvoir rester, je vais pas pouvoir venir cette année, etc. Et avec des descriptions, en particulier dans les lettres de mon grand-père, Jean Paulhan, ou dans les lettres de Jules Supervielle, des animaux, qui sont vraiment des merveilleux. Oui, parce que votre grand-père voulait faire venir des animaux, je crois... un peu hétéroclite. Oui. National n'aurait pas été d'accord. Actuellement, il voulait faire venir des Madagascar, c'est des éléphants. Ouais. Incroyable. Il a amené un singe maquis, un lémurien, puis une lémurienne pour aller avec. Enfin, il avait toujours des idées un peu scabreuses sur les animaux. Mais il y avait toujours des gens autour de lui, et au premier titre, ma grand-mère qui calmait ses ardeurs. Mais quand même, la maquis, donc Olive, la guenon Olive, a vécu ici quelques années, au grand scandale de Paul Léotot, qui dit dans son journal littéraire que Jean Paulhan a abandonné son singe à Porquerolles. Ah oui, qui la gardait quand il n'était pas là. Eh ben, c'est les Henri qui s'en occupaient. D'accord. Et la maquis Olive suivait Madame Henri à la lettre, semble-t-il, enfin au pied, plus exactement. Mais elle a fait aussi quantité de bêtises. Par exemple, elle a fait ses besoins dans le bol à barbe d'un des habitants de l'hostellerie provençale qui, ne s'apercevant de rien, a touillé avec son blaireau. Et voilà, ça a été de grands cris. Mais à part ça, elle était toute mignonne et elle se plaisait énormément à Porquerolles, j'imagine. Et ces correspondances de Jean Paulhan avec ses amis et confrères de la communauté littéraire, on peut les trouver ou... Alors certaines ont été publiées, d'autres sont pas encore publiées. Moi je travaille à les rassembler, parce que j'ai l'idée de faire un volume, mais il y a tellement longtemps que ça dure, j'y arriverai, mais c'est long, il faut beaucoup de temps pour faire ça, un volume sur les vacances de la NRF à Porquerolles. Et puis j'ai trouvé aussi plein d'autres textes littéraires, donc j'aimerais aussi faire un volume d'extraits, de fragments de textes qui parlent de Porquerolles, mais alors qui partiraient de Rabelais jusqu'à François Nourricier, Alexandre Jardin, enfin en balayant très très large et en donnant des extraits. Ça, j'avoue que faire une anthologie de textes littéraires, ça me plairait beaucoup, parce que on voit à la fois la manière dont un écrivain s'inscrit ou ne s'inscrit pas dans un petit paysage cadré comme une île, et la description de l'île, ce qu'elle y gagne à être décrite par un écrivain. Ouais, totalement. Ce serait formidable. Oui, c'est un beau projet, mais qui demande tellement de temps que je n'avance pas beaucoup d'année en année.
Est-ce que votre grand-père, alors qui est décédé, je vais pas me tromper, en 1968, vous étiez jeune, hein, vous aviez à peine une quinzaine d'années. J'avais 12 ans. 12 ans. Est-ce que votre grand-père vous a raconté cette période où votre grand-mère peut-être, ou même votre père qui accompagnait, je crois, vos grands-parents pendant l'été? Est-ce que vous l'avez entendu oralement, cette histoire? Alors l'histoire de Porquerolles, non, et puis j'étais trop petite, mais j'entendais le nom de Porquerolles tout le temps, et surtout j'ai beaucoup fouillé dans les affaires de mon grand-père, dans les archives de mon grand-père, donc ça rejoint la question précédente. Je lisais des correspondances où on parlait de Porquerolles, et moi-même, je suis venue en 1956, donc j'avais 6 mois. Oui. J'en ai bien sûr absolument aucun souvenir, mais par la suite, ayant lu ces correspondances, et mon père aussi m'ayant beaucoup parlé de Porquerolles, où il avait été très heureux, j'avais pas envie d'y revenir parce que je m'étais dit c'est comme la Côte d'Azur, ça va être défiguré, ça va être horrible, ça va plus du tout être l'espèce de paradis d'écrivain que c'était dans les années 20 et 30. Vous aviez peur d'abîmer, de la déception, de la déception, ouais. Puis j'en étais sûre surtout. Oui. Et puis j'ai des amis qui étaient à Cavalère et qui faisaient du bateau. Et puis un jour on a fait du bateau ensemble, tout le monde s'engueulait à bord comme il se doit. Et puis il y a eu un coup de vent et on a été forcés de s'abriter à Porquerolles. Et je voulais pas, mais j'ai quand même été mise devant l'image et j'ai pu dire ah mais ça c'est l'hostellerie provençale, ça c'est le fort du Moulin, ça c'est le manoir. Et je reconnaissais tout sans y avoir jamais été, si ce n'est à l'âge de 6 mois. Et donc j'ai dit à mes amis vous me récupérez demain, moi je vais aller voir ce qu'il en est. Et donc je crois que je suis descendue à la nage presque à Porquerolles. J'avais pas retenu de chambre ni rien. Enfin, je me suis débrouillée et je suis restée donc 24 heures. Je suis repartie avec eux et ça y est, le pli était pris. J'avais envie de revenir. J'avais envie de savoir ce qui s'était passé, d'aller voir la vigie, de comprendre. Moi, j'aime beaucoup mettre mes pas dans les pas de ceux qui vous ont des écrivains, en gros. Des écrivains. Et là, en l'occurrence, j'en ai un dans la famille, donc je voulais aussi confronter ce que j'avais lu et retenu, et qui faisait une sorte de légende familiale un peu dorée, à ce que c'était devenu. Et de fil en aiguille, je suis revenue une fois par année à Porquerolles, pas très longtemps, une semaine, parce que ça coûte quand même terriblement cher. Mais à chaque fois, je prenais des notes, je travaillais plus ici presque qu'à Paris quand j'y suis. On va parler ensuite du lien et de la façon dont votre travail ensuite à Porquerolles et la façon dont vous êtes inscrite aussi dans les pas de votre grand-père rejoint votre travail d'éditrice. Mais voilà, sur votre grand-père, il n'avait pas pu revenir à Porquerolles avant la fin de la guerre. Le phalanstère littéraire de fait est anéanti. Il revient avec sa nouvelle compagne Dominique Horry, donc alias Pauline Réage, dont on apprendra plus tard qu'elle était l'autrice d'Histoire d'eau, et des personnes que Pierre Buffet qualifie d'étranges. Oui. On a parlé du singe tout à l'heure, mais s'agissant de la personnalité de Jean Paulhan, Pierre Buffet dit « Jean m'est apparu comme quelqu'un apportant quelque chose de léger, mais surtout de très différent. Pour moi, Jean était un apport d'oxygène, de nouveauté, qui régénérait ma famille de l'intérieur. Pierre se souvient de quelqu'un de rieur, avec de l'humour et le goût du jeu, du contraste et de la provocation, prenant les gens à contre-pied. Il aurait même voulu faire, et vous l'avez dit tout à l'heure, venir des animaux de Madagascar sur l'île. Quel souvenir, vous, Claire, vous gardez de votre grand-père? Est-ce que Pierre a saisi quelque chose que vous avez pu vivre aussi personnellement? Ah oui, je crois que Pierre a très très bien compris l'esprit paradoxal et joueur de mon grand-père. Pierre est né en 1930, moi je suis née en 1955. On a vécu, ma famille et moi, mes parents, mon frère et moi, dans la même maison que mon grand-père, rue des Arènes, qui était d'ailleurs une sorte d'hôtel particulier qui est extrêmement déglingué, mais dans lequel il était merveilleux de vivre. Et moi, j'avais la chambre juste à côté de mon grand-père. Et j'ai pas eu de dialogue intellectuel avec mon grand-père. J'étais bien sûr trop petite. Mais comme grand-père, il était très drôle parce qu'il rapportait des jouets absurdes, et y compris à Pierre, il en a rapporté aussi. Il le dit. Des jouets
compliqués, bizarroïdes, des automates qui marchaient tout seuls, des jouets où il fallait mettre des fiches et quand on avait bien associé les fiches, ça faisait une petite musique. Enfin, on jouait rarement aux jeux de dames ou aux échecs avec lui. C'était vraiment trop classique. Enfin bon, c'est quelqu'un qui aimait jouer, qui aimait regarder les enfants. Oui, il avait une considération, on sent, toute particulière pour les enfants. Oui, il se moquait beaucoup d'eux. Oui. Et moi, je le prenais très mal. Par exemple, j'avais un carnet d'autographes que m'avait donné ma grand-mère du côté maternel en me disant, toi qui rencontres des écrivains, dis-leur de te mettre un petit mot. Et mon grand-père m'avait mis, si j'étais une huître, je ne cultiverais pas ma perle. À 11 ans, c'est un peu difficile à comprendre et j'en avais conclu qu'il me traitait d'huître. Donc j'avais boudé pendant 15 jours et ça le faisait pouffer de rire. Chaque fois qu'il me croisait dans la maison, il sentait que j'étais pas contente du tout. Bon voilà, il était très moqueur, mais très fantaisiste en même temps, avec un esprit d'enfance toujours prêt à surgir et une attention aux enfants grande. Par ailleurs, c'était quelqu'un aussi de très sérieux, qui travaillait énormément. Nous, quand on était dans la maison avec lui, il était déjà malade, donc il tombait beaucoup. Et moi, j'étais chargée par mes parents de surveiller ses chutes. Et quand j'entendais boum, il fallait que j'aille prévenir mon père tout de suite que mon grand-père était tombé. Bref. Mais oui, c'était une personnalité qui prenait de la place, qui était très importante. Tout le monde l'adorait. Et quand il est mort, on a été vraiment un peu décapité. Enfin, ça a été assez terrible. Et puis notre famille tenait aussi grâce à lui, d'une certaine manière. Donc ça a été un peu difficile. Mais c'était une belle personnalité. Et, le moins qu'on puisse dire, c'est que je suis très fière d'être la petite fille d'être une des petites filles d'un homme pareil. On peut le comprendre. J'aimerais qu'on fasse le lien avec votre travail, Claire. Vous êtes venue, vous l'avez dit tout à l'heure, pour la première fois à Porquerolles à l'âge de 6 mois avec vos parents en 1956, mais vous n'êtes retournée sur l'île que 30 ans plus tard. Vos parents n'ont pas souhaité y revenir quand vous étiez enfant ? Eh ben non, mais aussi parce que entre-temps, c'était devenu peut-être un peu cher, c'était un peu compliqué. Mon grand-père continuait de revenir, mais chez Madame Henry, au manoir ici, ou au Toiton, la maison qui s'appelle Indy Pacha maintenant, ou au Fort du Moulin, mais plus à la Vigie, c'était trop compliqué. Ma grand-mère Germaine, elle a été atteinte d'une maladie de Parkinson, donc elle pouvait plus se déplacer. Donc voilà, l'usage de Porquerolles était plus du tout le même que dans les années 20 et 30, et nous, on pouvait plus s'inscrire dans la continuité de ça. Et donc, louer une maison ici, c'était trop cher pour mes parents, ça c'est sûr que c'était pas possible. Et puis, entre-temps, ils ont acheté une maison en Haute-Savoie et c'est là où on a passé nos vacances. Donc, il y a une rupture. Et c'est moi qui ai renoué le lien, donc comme je vous l'ai raconté, avec cette histoire. D'ailleurs, vous écrivez dans la préface de L'Esprit de l'île, voilà, il s'est passé plus de 3 décennies avant que je n'ose y retourner. Les craintes, vous les avez un petit peu exprimées tout à l'heure. C'était aussi un petit peu le poids de l'héritage familial, ou l'idée d'un lieu un peu dénaturé et abîmé, certainement. Oui, mais c'était plutôt ça. Plutôt ça. Moi, je vis très dans les cartes postales d'autrefois. Oui. Je suis capable de voir un lieu et de superposer directement dessus. Et de ne pas voir les horreurs qui ont été construites depuis et de superposer la vieille carte postale ancienne, couleur sépia, etc. Donc, mettons que je vive un peu dans le passé et donc je voulais pas abîmer l'image que j'avais de Porquerolles à travers les cartes postales. J'avais toute une collection de cartes postales de Porquerolles plutôt que de rupture avec ma famille. Oui. En fait, c'était plutôt ça. Alors, vous avez dit, donc vous revenez un petit peu par hasard sur cette île. Oui, un peu par hasard. C'était pas un vœu volontaire de se sentir investi d'une certaine mission par rapport à votre famille. Comment, justement, ça s'est construit, cette envie? Parce que depuis, vous avez quand même fait un énorme travail d'archivage, d'édition de livres magnifiques sur Porquerolles. Comment cette envie vous est venue finalement d'aller plus loin et que ce lieu devienne aussi un lieu pour vous en lien avec votre travail d'éditrice? Je crois que justement c'était un lieu qui avait suffisamment peu bougé en 50 ans pour que je puisse y inscrire une recherche qui m'était à la fois proche et familière.
Et ça, c'est très agréable. Si je vais dans un autre endroit où mes grands-parents, quels qu'ils soient, ont vécu, les lieux sont très différents. Par exemple, je suis allée à Madagascar, à Tananarive. Alors là, c'était autre chose. La ville était complètement différente de ce que j'avais vu sur les cartes postales et les photos. Mais je reconnaissais le carrefour des 4 chemins, comme ici d'ailleurs. Oui. Le collège Gallieni, mais tout était décati, en mauvais état. Voilà, le temps avait passé et avait détruit des choses. Mais il y avait quand même une permanence peut-être des noms de lieux. Ici, le temps a peu détruit. C'est vrai. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc moi, je me suis inscrite là-dedans. Et pour moi, c'est très agréable de me dire, de lire quelque chose qui parle de la vigie et en 3 quarts d'heure d'être à la vigie et de me dire, bah c'était pareil qu'en 1927, quoi. La muraille, c'était pareil. Et les casemates, elles sont quasiment pareilles. Ouais, il y a des côtés assez incroyables. Voilà. Puis c'est un tout petit territoire, Porquerolles. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de comprendre chaque muret, chaque pierre, chaque lieu. C'est possible, c'est à taille humaine, quoi. Et ça m'intéresse de faire ça. Le premier ouvrage que vous publiez sur Porquerolles, c'est l'Esprit de l'île. Oui. Donc vous rencontrez Pierre quand et comment émerge cette idée? Alors, je rencontre Pierre après plusieurs étés passés ici, ou plusieurs petits séjours passés ici, où je venais au manoir en catimini, sans oser me présenter, terrorisée, etc. Et puis j'entendais de temps en temps la voix de Pierre tonitruante traverser le passage. C'est vrai, il a fallu plusieurs étés avant que vous osiez. C'est fou. Et puis un jour, j'ai fait venir mon père en 1991. Oui. Que Pierre a très bien connu. Oui. Et Pierre n'était pas là à ce moment-là. Et sa fille aînée, Anne-Laure, a très gentiment reçu mon père. Vraiment, elle aussi établissant tout de suite un lien comme si aucune année n'était passée depuis, quoi. S'il n'y avait pas eu un gap depuis 1939, la dernière fois où mon père était venu, 91. Et il est mort l'année d'après. Enfin, quelques mois après. Donc votre père n'a pas revu Pierre Buffet? Si, il a fini par le revoir. Il a fini par le revoir parce qu'il est resté une petite semaine et Pierre est revenu. Mais voilà, les liens se sont tissés. C'est comme si j'avais pu rétablir la trame et les fils verticaux, horizontaux comme ça, et faire en sorte que cette mémoire familiale, qui est pas uniquement une mémoire familiale, qui est aussi une mémoire littéraire, puisse se reconstituer. Moi, ça m'intéresse de faire ça. Et l'idée, c'est vous qui l'avez semée dans l'esprit de Pierre. Comment ça s'est passé, la genèse de ce projet? À force de voir Pierre répondre à des journalistes qui étaient trop contents d'être invités au manoir, qui se comportaient vraiment mal, quoi, sans respect pour lui, et qui lui demandaient de répéter pour la milliardième fois l'histoire de sa famille, ce qu'il faisait avec beaucoup de bonne grâce, je me suis dit, il faut proposer à Pierre d'abord de m'entretenir avec lui, de fixer sa mémoire, et après d'essayer d'en faire un livre. Ça n'a pas été simple, parce que s'entretenir avec Pierre, c'est compliqué, c'est très intéressant, mais il déborde de souvenirs, et ça part dans tous les sens, et il fallait après organiser le propos. Et l'organiser chronologiquement, c'était pas facile. Mais on y est arrivé quand même, et en 2014, ce livre est sorti, qu'on aurait pu immédiatement doubler d'un autre livre, parce qu'il y a des tas de choses qu'on a oublié de mettre, et qui ont échappé, etc. Mais pour moi, Pierre, c'est la pierre angulaire, c'est la clé de voûte de l'île. Oui. Et il fallait absolument recueillir sa mémoire. Il est vraiment au croisement de toutes les voies, de toutes les routes, de toutes les familles de Porquerolles. Il a tout vu, il sait tout. Après, il peut déformer selon sa propre vision des choses. Et il arrive à prendre un regard distancié. Oui. Et en plus, c'est quelqu'un qui a une vision prospective. Il pense à ce que ça va être l'île dans 30 ans, quand il sera plus là. Oui. Et ça, c'est
quand même assez extraordinaire comme intelligence du lieu. Voilà, il est à la fois le petit garçon qui est sur son territoire, l'allée de Mûrier, l'intérieur de l'île, les Miellés avec Marcel Henry, et en même temps la personne qui a dans la main toutes les clés de toutes les portes de Porquerolles, et qui a beaucoup souffert et qui a aussi beaucoup aimé, apprécié. Voilà, c'est le personnage. C'est une clé, relation quoi. vertigineuse qu'il a avec Porquerolles, tout à fait. Je trouve que vous décrivez ça très bien. On a évoqué donc à plusieurs reprises les Mémoires à l'esprit de l'île, qui est donc un très bel ouvrage dans sa forme et son contenu que vous avez édité en 2014. Est-ce que ce travail de mémoire entrepris avec Pierre Buffet vous a appris des choses sur votre famille, votre grand-père, vos grands-parents et votre père? Est-ce que vous avez appris des choses? Ah oui, énormément, parce que Pierre a d'abord une mémoire extraordinaire, il a un regard très perçant sur un certain nombre de personnes, et puis il m'empêchait aussi de m'émouvoir. Et c'est pas son genre. Et comment s'y prenait-il? Je sais pas, il avait toujours une phrase qui vous replaçait à votre juste place d'éditrice. Exactement. Et puis de personnes qui n'ont pas connu les années héroïques de Porquerolles. Voilà. Et il m'a beaucoup appris aussi sur Marceline Henry. Son regard est très fin sur Marceline Henry. C'est-à-dire que c'est un personnage complexe, mais dont on peut pas se contenter de dire qu'elle a usurpé des droits ou qu'elle a régné magnifiquement sur l'île. Absolument. Il faut c'était tout en nuances. Voilà, il faut la comprendre, et il faut quand même penser que sans elle, Porquerolles ne serait pas Porquerolles de maintenant, quoi. Oui, et d'ailleurs, ce qui est assez incroyable de la part de Pierre, qui a vécu à son contact toute sa vie et qui arrive à prendre cette distance. D'ailleurs, c'est très bien retranscrit dans cet ouvrage où on cerne toute l'ambiguïté du personnage incroyable de Marceline Henry. Oui. Et la complexité. La complexité, tout à fait, cette autorité naturelle et en même temps... ce personnage solaire et régnant. Exactement. Et qui était faite pour diriger un royaume, et elle l'a trouvé. Alors après, acceptons ou pas d'être un sujet de Marceline Henry. Toujours est-il que moi, on m'avait parlé, alors dans mon enfance, de Marceline Henry comme on l'appelait ventre affamé. Parce que comme elle avait toujours ses macarons sur les oreilles, ventre affamé n'a pas d'oreilles, on lui voyait pas les oreilles. Et mon grand-père en parlait assez souvent comme d'une femme vraiment très très personnalité très forte, et qui avait régenté l'île, mais dans tous les sens du terme. Vous avez retrouvé dans les propos de Pierre un petit peu de ce que votre grand-père vous avait transmis au sujet de la personnalité de Marceline, ou vous êtes allé encore plus loin Oui, avec Pierre, ça a été vraiment beaucoup plus loin, et d'autant plus que quand j'entendais mon grand-père parler de Marceline Henry, par exemple, il a fait son discours de réception à l'Académie française chez Marceline Henry. Donc là, c'était une période où on en parlait beaucoup à la famille, puisque c'était quand même un événement. Donc là, on est en 63. Et quand j'ai découvert finalement avec Pierre la personnalité complexe et étonnante de Marceline Henry, c'est là que j'ai pu comprendre quel personnage extraordinaire. C'est un personnage de roman, quoi. C'est complètement incroyable qu'il n'y ait d'ailleurs pas eu de roman sur elle, parce que... Il est à écrire, je crois. Il est à écrire. Absolument. Non, mais voilà, cette histoire de ces deux amours qui arrivent. Bref, c'est... Ah oui. Mais il y a un peu de roman finalement dans l'esprit de l'île. Enfin, moi, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles, de toute façon, l'histoire de Porquerolles est incroyablement romanesque. Ah oui. Alors, vous menez un travail admirable, Claire, et précieux de préservation et de conservation de la mémoire de Porquerolles. Vous avez édité, alors si je me trompe pas, 2 autres ouvrages sur Porquerolles. Il y en a eu deux. Alors, je vais préciser lesquels, mais c'est ça, il y en a eu 2 autres ou... Alors, j'ai fait Le Vivienne de Vaudeville sur Porquerolles, mais après, c'est des publications que j'ai faites pour la APC. Oui. Pour l'association des Amis de Porquerolles. Donc ça, c'est des diverticules de mon travail général. Si on alors, peut dire. disons que les 2 autres ouvrages importants de votre fonds,
en tant qu'éditrice, donc Une île sans pareil que vous venez de citer, qui sont les souvenirs de Vivienne de Watteville, cette jeune aventurière naturaliste anglo-suisse qui séjourna sur l'île à Portmont entre 1929 et 1930. Là aussi, on est sur un récit, moi, que j'ai trouvé personnellement très romanesque, qui nous fait voir l'île à travers le regard d'une jeune femme audacieuse et déterminée dans les années 1900, enfin la fin des années 1920. Voilà, c'est quelque chose aventurière de surcroît, il y en a pas beaucoup, et qui nous fait comprendre la notion d'insularité, d'isolement, le lien avec les Iliens et son rapport aussi avec Léon Rey, qui était compliqué. Et puis un ouvrage plus récent, puisqu'il est paru cette année, avec un titre et un sujet de circonstance dans ce contexte de crise sanitaire, puisqu'il s'intitule Port-Cros en 1886, île de quarantaine, qui raconte cette année 1886, durant laquelle Port-Cros servit d'île de quarantaine pour les soldats qui revenaient des guerres du Tonkin et de Madagascar. Comment ces deux ouvrages se sont imposés à vous ? Alors l'ouvrage sur Port-Cros en 1886, il a été édité par l'association des Amis de Port-Cros. Ouais. Alors ça, je m'y suis intéressée pendant le premier confinement. Et aussi parce que je me suis tout d'un coup rappelé qu'au cimetière, j'avais vu des pierres tombales sur lesquelles il y avait marqué Retour du Tonkin. Il y avait à peine le nom du soldat, peut-être juste le prénom, mort, retour du Tonkin. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire de Tonkin? Vraiment, je comprenais rien. Et pendant le premier confinement, quand on a du temps comme ça a matché dans mon esprit. Je me suis dit, mais est-ce que ça serait pas une histoire de quarantaine et de pandémie? Et effectivement, après, je suis allée voir des journaux de l'époque. J'ai dépouillé beaucoup de journaux de 1886. Et il y avait cette pandémie, entre autres de choléra, mais aussi de fièvre jaune, de fièvre afteuse, de tous ces soldats qui revenaient des guerres du Tonkin donc et de Madagascar sont revenus sur des... On a d'abord rapatrié les soldats sains, et puis ensuite on a rapatrié les malades, avec leurs familles souvent. Et on les rapatriait dans des vaisseaux gigantesques où ils pouvaient être entre 1000 et 1200, 1500 parfois. Ils passaient un mois et demi en confinement forcé, donc ils se refilaient la maladie les uns aux autres. On ne sait pas trop comment ils mangeaient. Enfin, ils faisaient étape à droite et à gauche. Ils devaient contaminer aussi les gens qui croisaient à cette époque. On prenait beaucoup moins de précautions que maintenant. Et puis, au lieu de les faire débarquer à Toulon, qui était leur port de rattachement, les autorités françaises et le ministre Locroix a décidé de les mettre en quarantaine à Port-Cros, qui était une île où il y avait à l'époque entre 60 et 80 personnes qui vivaient à l'année. Un peu plus qu'aujourd'hui. Ouais, quand même. Un peu plus qu'aujourd'hui. Des pêcheurs, des chasseurs, des agriculteurs. Alors on leur a pas trop demandé leur avis. Le propriétaire de l'île a demandé un dédommagement conséquent. Et on a commencé à bâtir des tentes, des baraquements, à mettre le long des forts des endroits où on enregistrait les malades, il y avait même des tunnels de vapeur où on désinfectait leurs habits. Enfin, c'était assez moderne pour l'époque, hein. Ils ont essayé de faire les choses bien. Et il y avait sur la route des forts un endroit qu'on a appelé le Camp Courbet. Donc j'ai essayé de repérer hier en me promenant l'endroit exact. C'est assez difficile parce que la végétation a tout recouvert. À l'époque, c'était tout pelé et justement venteux. Et ça, c'était une bonne idée parce que les miasmes partaient avec le vent. Et donc, il y a eu un moment, donc ce camp de tente en 1886 où on essayait de soigner ou de mettre en quarantaine le temps que les virus s'éparpillent ou se calment. Les soldats retour du Tonkin. Et ceux qui étaient très malades, pour ne pas dire perdus, on les envoyait sur Bagot, où là ils étaient un peu laissés à eux-mêmes et ils étaient voués à une mort terrible. Inévitable. Quoi. Ouais. Donc cette toute petite île de 4 km de diamètre a eu pendant plus de 6 mois une population d'habitude de 60 à 80 personnes qui est passée de 1000 à 12 000 personnes. 12 000 personnes ici, on se demande où ils étaient. Oui. Y compris les médecins, les infirmiers, le personnel administratif, les marins, enfin bon, tout compris. Il y a eu un moment où il fallait nourrir et loger.
entre 1500 et 12 000 personnes, quoi. Et ça, c'est assez étonnant, enfin, quand on y pense, en tout cas. Et ce qui, pour moi, est très intéressant, c'est que Jean d'Agrève, qui est le roman d'Eugène Melchior de Vogüé, Oui. qui est sorti en 1897, évoque, 10 ans après, cette période. Donc vous en aviez déjà Oui. un petit peu entendu parler. Oui, parce que Jean d'Agrève, je l'ai lu plusieurs fois. J'ai essayé de convaincre des tas de personnes ici de lire Jean d'Agrève, parce que je trouve que c'est un roman très intéressant. Et pour moi, fondé sur une histoire vraie, après romancée. Mais dans Jean d'Agrève, Hélène, la jeune russe dont Jean d'Agrève tombe amoureux, et qui est mariée par ailleurs, à un moment, par désespoir, elle va soigner des malades à Bagot. Et elle attrape le choléra. Et elle meurt du choléra. Ah oui, donc c'est... Et elle est enterrée, elle aurait été enterrée au cimetière de Porquerolles. Et le compagnon de Marceline Henry, Claude Baline, Oui. un jour, et elle raconte dans ce très beau livre qui s'appelle L'île Fée, qui a été publié par Gallimard, qu'un jour il voit une goélette arriver avec des marins, un officier, et de loin, il est dans la maison du Toiton, il voit cet officier avec une gerbe de lys blanc prendre la route du fort du Moulin pour aller au cimetière. Et il demande aux pêcheurs qui sont là, et on lui dit oui, il va fleurir la tombe d'Hélène. Et se précipite derrière lui, et il le fait parler. Et comme ce texte L'île Fée, c'est un ensemble de poèmes, de récits, de souvenirs, mais c'est pas du tout des fictions. On peut imaginer que c'est une vraie rencontre qu'il a faite. Enfin, imaginez, Oui. on peut penser que c'est une vraie rencontre qu'il a faite pour une vraie tombe d'Hélène. Incroyable, Voilà. C'est incroyable. Et donc, tout donc ça on retourne au cimetière du coup parce que l'histoire commence là quand tout ça vous est très découvrez. excitant quand même, il faut Non, dire. entre les deux, c'est très excitant. Et si Non, c'est j'étais dingue. sérieuse comme fille, j'irais aux archives de Toulon, parce qu'il indique, l'officier, il indique à Claude Baline que l'amiral L de P, Oui. il donne que les initiales, a laissé toute sa correspondance avec Hélène, qui n'est pas la belle Hélène, mais quasiment, et que tout ça est aux archives de Toulon. Donc il faut que j'aille voir un jour. Alors, vous anticipez ma prochaine question. Est-ce que vous avez d'autres projets? Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'anthologie, qui est là Une vraiment, double anthologie. Une double anthologie, voilà, sur les écrivains et voilà les personnalités littéraires passées à Porquerolles depuis Rabelais. Est-ce que vous avez d'autres projets d'ouvrages Oui, sur Porquerolles? Parce que je ne cesse de trouver. C'est mon problème, c'est que je n'arrive pas à finir parce que je ne cesse de trouver des choses. Alors, par exemple, là, pour ces rencontres de Porquerolles, je vais parler un peu de Philippe Héria, qui a publié un livre en 1947 qui s'appelle Les Grilles d'or et qui se passe à Porquerolles. Mais où à Porquerolles? On ne sait pas. Ça ressemble à Portman sans être Portman, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que pour décrire si bien Porquerolles, il est venu souvent. Or, j'ai aucune trace du passage de Philippe Héria. Pour ces rencontres aussi, j'ai travaillé la présence de Supervielle à Porquerolles. Et là, j'ai pu élucider un certain nombre d'énigmes que je me posais. J'ai trouvé aussi récemment, sur le net, en cherchant complètement autre chose, un petit récit de Jean Cocteau, qui date de 1956, d'un voyage en voilier qu'il a fait avec Francine Weisweiler, qui était sa mécène, et ils sont venus à Porquerolles. Et il décrit tout sur le mode nous étions les pirates. C'est assez drôle. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en faire? En tout cas, on peut le citer, dire que ça existe, peut-être dans l'anthologie. Oui, dans l'anthologie. Essayons de regrouper. Mais voilà, je ne cesse de lever des lièvres, quoi. Oui. Et puis avec le côté, moi j'adore ça, enquêter, faire le limier comme ça. J'essaye de passer une après-midi par semaine à la Bibliothèque nationale sans avoir d'idées préconçues, et puis de soulever un lièvre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Le lièvre étant un livre, en l'occurrence, c'est la même chose. Mais quand est-ce que j'arrêterai de faire ça? Je sais pas. J'adore tellement trouver des choses. Et sur Philippe Héria ou Supervielle, par exemple, on savait pas trop qu'ils avaient. J'ai trouvé aussi des poèmes de Supervielle qui parlent de Porquerolles qui sont merveilleux, quoi, vraiment merveilleux.
il y a encore beaucoup de travail alors. Alors l'insularité, pensez-vous que l'insularité constitue une source d'inspiration littéraire et plus largement de création artistique? Alors vous m'avez dit que les membres de la communauté littéraire autour de Jean Paulhan n'avaient pas beaucoup écrit finalement sur Porquerolles, mais peut-être que voilà, en travaillant sur Porquerolles, voilà, vous êtes amené à lire des choses sur les îles. Est-ce que vous pensez que c'est un bon terreau, les îles? Pour moi, personnellement, ce n'est pas un lieu de création littéraire parce que c'est très contraint, une île. C'est très compliqué de s'insérer dans une île, de pas être mangé par l'île. Et s'y sentir bien. En revanche, je trouve que sur une île, on a toutes les conditions pour bien travailler. Voilà. Le paradoxe. Mais c'est aussi que moi, je suis pas un écrivain, je suis une chercheuse. Et voilà, donc je vois ça à mon regard. Mais je sais pas si on pose un poète à Porquerolles, s'il est capable de produire des poèmes qui parlent de Porquerolles. Ouais. Voilà. Je crois que c'est compliqué pour un créateur vraiment d'être mis sur une île dont il est prisonnier en quelque sorte, et de lui dire ben voilà, t'as toutes les bonnes conditions, crée. Moi, je peux travailler dans ces conditions, je peux pas créer. Et après, alors Jean-Claude Silberman en parle un petit peu autrement, mais il y a cette présence aussi très forte de la nature aujourd'hui, et enfin sur cette île et sur certainement d'autres îles, mais ici elle est très présente, et il dit que c'est la pire ennemie pour la création artistique. Il a raison. Oui, parce qu'on a envie de regarder, on a envie de se promener, on a envie de profiter aussi du lieu. Mais par exemple, Fautrier, le peintre Jean Fautrier, il est venu ici en 1928. Là aussi, j'ai aucune trace de ça. Sauf qu'il a fait des tableaux qui s'appellent Forêt de Porquerolles, qui sont magnifiques. Et lui, ça lui a pas posé de problème. Il est venu à Porquerolles, il avait probablement un chevalet, il avait des toiles, des couleurs assez sombres, c'est des tableaux très sombres, très tourmentés, et il a fait toute une série de Forêts de Porquerolles qui sont magnifiques. Est-ce que, malgré tout, vous avez des ouvrages à conseiller sur les îles ou qui se déroulent sur une île, romans, essais, poésie? Alors on est actuellement... J'étais sûre. Jean d'Agrève, et puis aussi un roman d'une femme qui s'appelle Jeanne Sandelion, qui était une proche de Monterland, qui a écrit un roman qui se passe ici, entre le manoir et l'hostellerie provençale et le cimetière, qui a un grand rôle, qui s'appelle L'âge où l'on croit aux îles. Ah, c'est beau comme titre. Alors c'est assez daté, parce que c'est une histoire d'amour impossible, mais on reconnaît très bien Porquerolles et c'est très beau. Et après, toute la presse locale qui parle de Porquerolles me semble extrêmement romanesque. Et sur d'autres îles? Est-ce que je connais d'autres îles? Ou des récits, ou des romans qui se passent sur d'autres îles? Oui, après... Non, ça, je suis pas capable de répondre pertinemment à cette question. Il n'y a qu'une seule île dans la vie. C'est une bonne réponse. C'est difficile d'en avoir plusieurs. Un petit mot sur votre maison d'édition, Claire. Vous avez fondé les éditions Claire Paulhan en 1996, qui est une maison indépendante, en vous spécialisant dans le registre autobiographique et l'histoire littéraire. Un choix audacieux dans un paysage littéraire saturé et menacé. Quelle est la ligne éditoriale, l'esprit de votre maison? Eh bien, bizarrement, je suis sur un terrain qui est assez délaissé par les autres maisons d'édition, parce que mettre à jour des autobiographies d'auteurs du 19e et 20e siècle, et d'auteurs morts, je le précise, demande beaucoup de travail. D'abord, il faut beaucoup lire les appareils critiques et voir que tel journal est cité, tel journal inédit est cité. Aller voir le journal en question, manuscrit, travailler en bibliothèque, recopier le manuscrit, trouver la personne qui fait l'appareil critique, vérifier l'appareil critique, faire l'édition et tout ça, c'est un boulot de bénédictin, comme on dit, de moine. De moine. Moi, j'adore faire ça.
Je fais ça depuis 25 ans. Vraiment, ça me plaît énormément. J'espère faire ça encore quelques années. Et puis, j'aime beaucoup apporter une pierre à l'histoire littéraire. Je suis persuadée que les écrivains transmettent dans leurs journaux, pas dans leurs mémoires, dans leurs journaux ou dans leur correspondance, comme une sorte de d'avant-garde du sentiment historique. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, Louis Aragon, Paul Éluard, mon grand-père, beaucoup d'écrivains résistants ont su par les mots dire la résistance avant qu'elle ne se forme réellement. Dès juin 40, ils y ont été, de leurs mots couverts appelant à la résistance. Les poèmes d'Aragon, qui sont des poèmes de circonstance, que les gens pouvaient retenir facilement, parce qu'avec des rimes faciles, etc., ça a beaucoup fait pour la résistance. Et c'est à ce titre-là que je publie de plus en plus de journaux qui parlent de la Seconde Guerre mondiale ou de la Première Guerre mondiale. Et si je pouvais remonter à 1870, je le ferais. Voilà, le croisement entre le journal intime et le fait historique fort, comme une guerre, c'est un peu mon domaine, c'est ce qui m'intéresse. Je trouve qu'on apprend des choses, qu'on a un vrai témoignage, qui n'est pas un témoignage d'historien, qui est un témoignage préhistorien. Oui, les historiens doivent se servir de ça. C'est un matériau sur le moment, quoi. D'ailleurs, on n'a pas du tout parlé du rôle en tant que résistant de votre grand-père. Est-ce que vous avez des éléments intéressants sur oui, je crois que ça a été un grand résistant intellectuel, mais au même titre qu'Aragon et Éluard, qui n'étaient pas ses amis 10 ans auparavant. Et c'est des gens qui ont su, au moment tragique où la France baissait les bras et où se conformait au désir de Vichy et donc au désir de l'Allemagne nazie, ils ont su trouver les moyens de résister par les mots, par le courage individuel, par les actes aussi, hein. C'est pas des gens qui n'ont résisté que par les mots, ça serait trop facile. Sauf que c'est aussi une période, si on transportait sur soi un poème résistant, on pouvait mourir, on pouvait être fusillé direct. Donc c'est une période où ces grands écrivains, qui étaient très attentifs au sens des mots et au pouvoir des mots, ont été confrontés à la réalité du langage. Ouais. Si on disait un mot de trop, on pouvait y passer. Si on disait un mot résistant qui pouvait être interprété comme résistant, si on cédait à la torture, non seulement soi, mais d'autres personnes pouvaient mourir. Et le rapport entre le langage, la vie, la mort, a atteint son point d'exacerbation à ce moment-là, et il fallait vraiment avoir des épaules pour tenir le coup. Et ça, c'est intéressant. De même que les écrivains collaborateurs ont utilisé les mots pour se défausser, se prendre des bonnes positions, avoir des avantages, aller dans le sens du vent, donc un mauvais usage du langage. Ouais. Les écrivains résistants, eux, ont senti avant tout le monde, avant les politiques, avant les historiens, avant les militaires, que le langage touchait là son point d'utilité ultime. Ouais. Et finalement, pour un écrivain, c'est une expérience extraordinaire à vivre. Oui, tout à fait, certainement. On revient à votre travail d'éditrice, Claire. Vous attachez autant de soins au fond qu'à la forme des ouvrages que vous publiez. Alors, s'agissant en tout cas des ouvrages parus en lien avec Porquerolles, je tiens à préciser que ce sont des très beaux livres, illustrés de photos d'archives, imprimés sur du beau papier épais, au toucher velouté. À l'heure de la dématérialisation des livres, de la montée des ventes en ligne, le marché du livre semble faire de la résistance, justement. Quel regard vous portez sur l'avenir du livre ? Moi, je crois que le livre papier résiste très très bien. Surtout après cette pandémie, là, il y a un petit sursaut. Un regain d'intérêt à la fois pour les librairies et pour les éditeurs. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, il faut être aussi à la hauteur. Mais moi, j'aime bien qu'il y ait un panorama très vaste, qu'il y ait des livres très pointus et des livres plus grand public. Je pense le principe d'une démocratie, c'est qu'il faut qu'il y ait des livres pour tout le monde.
entre autres des livres. Mais moi personnellement, vous êtes optimiste? Oui, je vais pas me plaindre. Moi, je vends assez bien mes livres. J'ai un public assez captif entre guillemets. Des gens avec qui j'aime bien parler, que je finis par connaître. Je suis un peu l'Amélie Nothomb de la petite édition. Mais je sais pas si dans 10 ans tout ça sera encore valable, si on pourra encore faire le type d'édition que je fais moi. Mais tant que je peux le faire moi, et je fais tout de A à Z, y compris la mise en page, la recherche des documents, etc. Je trouve que c'est une grande chance d'être en temps de paix, et si possible pas trop en temps de Covid, pour continuer à faire ça. Quoi. Ouais. Et il y a un public pour ça. Il y a un public. C'est ce que je voulais vous demander. Un petit public, il y a un petit quand même. Ouais. Entre les premières années où j'ai fait des livres sous mon nom et maintenant, j'ai quand même divisé mes tirages par 2. Vous, c'est-à-dire un bon tirage pour vous, c'est combien? Alors, un bon tirage, c'est 1000 exemplaires. Ouais. Un tirage honnête, c'est 500 exemplaires. Mais là où je tirais 1000 exemplaires en 97, maintenant je tire 500 exemplaires du même, quitte à retirer. Mais il est plus facile de retirer maintenant. Donc voilà, on a moins de stock, on retire plus facilement. On arrive à ménager une voie personnelle avec les outils techniques qu'on a actuellement, quoi. Donc on a, moi je trouve, beaucoup de chance. Et puis le paysage éditorial est varié. Même après l'épidémie de Covid, les marchés du livre, les marchés de la poésie, les foires du livre recommencent, et ça c'est un vrai plaisir de rencontrer les gens, de parler. C'est vraiment merveilleux. Quoi, vous faites la transition, Claire. Je voulais vous parler des rencontres littéraires de Porquerolles. Elles ont été créées à l'initiative de l'association des amis de Porquerolles, à moins que ce ne soit vous qui ayez soufflé l'idée. Alors il y a eu une version antérieure avant l'association des amis de Porquerolles, dès 2004. On a déjà fait une, mais c'était épisodique. On l'avait fait une fois et puis on n'a pas recommencé. Oui, parce que du coup ça s'est concrétisé et les rencontres littéraires ont démarré réellement en 2015. Vous participez chaque année à leur organisation aux côtés de Marie Véron. Oui. Vous pourriez nous dire quelques mots de ces rencontres, comment elles sont nées réellement donc en 2015, cette volonté vraiment d'en faire un événement. Pour nos auditeurs, quand est-ce qu'elles ont lieu et quel en est un petit peu l'esprit, le programme? Alors, on essaye qu'elles aient lieu en septembre. On essaye de faire venir des écrivains qui ont à voir avec l'insularité, mais aussi avec la mer, avec les écrivains de marine. On a un groupe des écrivains de marine qui est très fidèle ici et très intéressant pour nous. C'est pas forcément des livres qui sont sortis dans l'année. L'actualité a pas grand sens pour nous. Ce qu'on veut faire comprendre aux écrivains qui viennent ici et au public qui vient les écouter, c'est que ici il y a un phénomène un peu magique, surtout quand il fait beau. C'est que la beauté du lieu, l'attention des personnes, leur motivation, tout ça, ça forme une sorte de cocktail merveilleux, quoi. Totalement. Dès qu'on est là, et 1 heure après, on est déjà tous très amis, très complices. On s'intéresse tous les uns aux autres. On a des conversations au repas, entre les repas, les groupes s'effilochent, on va faire des promenades, on va se baigner. Voilà, il y a une sorte de convivialité qui est assez proche de ce qui devait se passer à la Vigie dans les années 20 et 30 autour de mon grand-père. La magie des lieux au père, en fait. La magie des lieux et le plaisir d'être ensemble. Ouais. Alors, moi, et de parler littérature. Et de parler littérature. Oui, bien sûr, voilà. Et de parler littérature. Oui, ça c'est le point fondamental. Je pense pas que ça soit le cas à Paris ou à Toulon, n'importe où. Là, on est isolé de notre plein gré pour peu de jours. On parle de choses qui nous intéressent et on est content d'être là. Ouais. Et en plus, Pierre Buffet est un hôte merveilleux, quoi. Ouais. Et lui est très content qu'il y ait cette présence littéraire qui continue à évoquer
les années glorieuses de Porquerolles, les années 20 et 30, autour de mon grand-père et de Marceline Henry, quoi. C'est ça, mais rien que ce matin, voilà, on assistait donc à cette rencontre avec l'une des autrices de Marie-Magdeleine Lessana. Et c'est vrai qu'être dans ce lieu, le manoir aussi participe, on a l'impression d'être à une autre époque. C'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. Mais il y a d'autres lieux dans lesquels on peut faire des rencontres. Par exemple, demain, on va aller à la maison de Portman, où Vivienne de Watteville a vécu. Oui. Et là, c'est magnifique. Comme moi, l'année dernière, j'ai lu des textes de Vivienne de Watteville in situ, devant le petit aqueduc. Pour ceux qui ont lu, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est une expérience. Oui, c'est une expérience. Et c'est une expérience très heureuse et très agréable. Ouais. Avec ces rencontres, vous perpétuez, en quelque sorte, l'identité littéraire de Lille insufflée par votre grand-père et Marceline Henry. C'est quelque chose d'important pour vous? Oui, bien sûr, c'est quelque chose d'important. Tout ce qui fait lien entre le passé et le présent est pour moi important. Parce que ça me permet d'actualiser le passé et ça me permet de trouver que le présent est pas si violent que ça puisqu'il nous parle du passé. Voilà. Oui, c'est important et surtout c'est l'objet de belles rencontres, enfin des rencontres dans tous les sens du terme, ne serait-ce qu'avec vous, par exemple. Non, mais c'est vrai. Et je dis pas ça pour vous flatter, c'est qu'on, dans un cadre pareil, il faudrait être idiot pour ne pas avoir plaisir à rencontrer des gens, plaisir à marcher, plaisir à se baigner, plaisir à profiter de la vie. Et Pierre Buffet est très sensible à ça. Oui. Il adore quand les gens arrivent un peu fatigués et repartent éblouissants, bonne forme, bonne mine, les joues rouges et tout ça. Et en le remerciant, en lui disant « Mais quel paradis extraordinaire !» Et lui dit « Ce n'est pas un paradis. » Ouais, voilà. Oui. Et il remet tout de suite les choses en place. Alors vous parlez du passé, vous parlez du présent. Quelles sont vos envies pour le développement de ces rencontres? Est-ce que vous avez des envies pour les prochaines années? Ce qui est très compliqué ici à Porquerolles, c'est de faire venir du monde. Or, quand on invite des écrivains, il faut qu'il y ait du monde. Ouais. Parce qu'ils font pas trop le déplacement, surtout s'ils connaissent pas Porquerolles. Le mieux, c'est qu'il y ait du monde. Mais il est difficile de faire venir du monde et de loger du monde ici. Alors c'est un peu une quadrature du cercle. On ne sait pas trop comment faire et comment régler le problème. Alors on est entre 15 et 30 à ces rencontres littéraires, mais ça suffit pour que le charme opère entre écrivain et public, entre public et écrivain, entre hôte et organisateur. Il faut accepter que ça soit comme ça. Mais moi, quand je dois l'expliquer au départ à l'écrivain que je souhaite inviter, qu'il y aura un petit public, qu'on va pas beaucoup vendre de livres, et que s'il fait mauvais, il faut prendre un pull, etc. Ça, c'est moyen, quoi. C'est pas évident. Oui, et puis Lille, j'ai l'impression. Alors après, c'est sûr que quand on connaît les lieux, on se dit que c'est difficile de résister à cet endroit. Oui. Et en même temps, je crois que, j'en parlais avec Marie qui me disait, c'est difficile de faire venir les écrivains sur les îles. C'est très difficile. Il y en a beaucoup qui prennent panique, qui se croient enfermés et enfermés avec peu de gens. Ouais. Oui, en plus, terrible. Oui, non, c'est un problème compliqué lié à l'insularité. Qui fait à la fois la difficulté des rencontres, mais le charme des rencontres. Les gens qui sont venus aux rencontres sont très contents et n'ont de cesse de vouloir revenir. Bien sûr. Ceux qui sont pas encore venus, il faut les persuader. Et si on les persuade et qu'il fait un temps de chien, ce qui peut arriver quand même à l'équinoxe, justement à la saison des journées du patrimoine, ça peut vraiment arriver. Mais là, c'est pas le cas aujourd'hui. Ni l'année dernière, ni l'année d'avant. Donc pleine rentrée littéraire, l'équinoxe, le lieu coupé du monde, je crois vraiment. Non, c'est vraiment pas facile. Non, j'imagine bien. Claire, j'aimerais qu'on parle de votre lien un petit peu plus personnel à cette île de Porquerolles à travers une petite série de questions très courtes et concrètes. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vivre différentes saisons sur l'île ou pas? Je suis venue un tout petit peu en été. Je ne suis jamais venue en hiver et je suis venue au printemps et là c'est merveilleux, c'est ma saison préférée. C'est votre saison, c'était ma question. Mais juin, j'adore ça. Même si l'eau est froide et transparente, c'est très agréable, puis tout est en baume, tout est en fleurs.
La végétation est d'un vert tendre. Enfin, c'est vraiment magnifique. Puis il y a les oiseaux. Oui. Et l'automne, j'aime bien aussi parce que d'abord c'est la dernière bouffée d'été avant la rentrée parisienne. Et puis les rayons du soleil sont doux, c'est très agréable. Mais l'hiver jamais, vous n'êtes jamais non, je suis jamais venue. Ah, mais dis donc, mais je suis triste quand le jour tombe vite, rapidement. Ouais. Mais oui, parce qu'on a envie de marcher sur les Ouais. chemins. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un ou des endroits que vous affectionnez particulièrement ici? J'aime beaucoup la Vigie, j'aime beaucoup le Tuf. Ouais. Parce que c'est un endroit qui me terrifie, mais que je trouve prenant, magnifique. Là, on est pris de tremblement face à l'infini, quoi. Vraiment, c'est tout à fait étonnant. Oh, il y a plein d'endroits que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la maison qu'on appelle la Sardinière ou la Jardinière, parce qu'elle est au milieu de la forêt, au bord du chemin, comme ça. J'aime beaucoup aussi la maison du barrage. Ouais. Enfin, je crois qu'il n'y a pas d'endroit que j'aime pas. Enfin, non. C'est des lieux qui sont très différents que vous venez de citer. Ouais. C'est ce qui est d'ailleurs assez étonnant parce qu'elles sont toutes assez proches. Et j'aime la Vigie, mais je peux pas y rentrer, donc ça me frustre un peu. Oui. Est-ce que vous avez un souvenir ou une anecdote marquante que vous avez vécue à Port-Cros, que peut-être vous n'auriez pas pu vivre ailleurs, ou tout simplement un souvenir comme ça qui vous vient? Première découverte de l'île, non, je sais pas. Bah, c'était un tremblement physique qui m'a pris quand j'ai vu depuis le bateau que l'île n'avait pas changé ou peu changé. Non, c'est pour moi un tout extrêmement passager, qui marque chaque année, ça revient de plus en plus vite. Ce qui est une terreur pour moi, parce que ça veut dire que je vieillis. C'est terrible. Non, j'ai pas de souvenir spécifique marquant, ou alors ça me sort de l'esprit, mais... On dit souvent de la vie insulaire qu'elle fascine autant qu'elle peut effrayer. Même si vous n'êtes pas insulaire, Claire, qu'est-ce qui fait selon vous sa particularité? Peut-être en termes d'espace, de temporalité, de géographie. Pour moi, c'est un territoire qu'on peut connaître quasiment les yeux fermés, quoi, à force de le parcourir. Ça, je trouve ça merveilleux de savoir ce qui s'est passé à tel endroit, combien de temps on met pour aller d'un fort à un autre fort. Par exemple, la dernière fois que je suis venue, en mai, j'ai cru voir la Corse depuis la Vigie. Et comme mon grand-père a beaucoup galégé là-dessus, il n'était ni moi quand même, en disant aujourd'hui on a vu la Corse après une semaine de pluie. Et j'ai dit ah mais moi aussi j'ai vu la Corse. Voilà. Oui, c'est un territoire à dimension humaine, quoi. Et j'aime énormément quand j'arrive le premier jour. Il y a une envie d'embrasser l'ensemble. Oui, je fais toutes les crêtes, je vais me baigner quoi qu'il arrive. Deuxième jour, je me calme un peu. Et puis, reconnaître les lieux dont on sait qu'ils sont délimités. Et que j'en connais un peu plus chaque année. Ouais, que je peux les vous découvrez par chaque leur année. Petit nom, oui. À écouter les insulaires, on comprend que les îles sont des lieux de paradoxe. Dans l'esprit de l'île, Pierre Buffet dit, en parlant des îles et de la vie sur l'île, captives de leur isolement mais ouvertes sur l'infini à la mer libre, les îles offrent la tentation d'y pouvoir mieux donner vie à ses rêves. Cette séduction apparente révèle cependant à qui se tente l'aventure une difficulté d'être plus éprouvante qu'en d'autres lieux. Y vivre requiert une vigoureuse résistance à la solitude. Il n'est pas facile d'apprivoiser les lieux sauvages. Les charmes de l'exotisme ne compensent pas le désert social. Claire, est-ce que vous auriez aimé ou voulu vivre à Port-Cros? Ah non. Ma réponse Ça est vient du immédiate. Non, j'aurais pas. Par exemple, je remercie beaucoup mon grand-père de n'avoir pas fait main basse sur le fort de l'Estissac avec Fautrier après-guerre, parce qu'il voulait. Oui. Il le souhaitait en tout cas. Il le souhaitait, oui. D'abord, je pense qu'on serait tous déchirés dans la famille pour ce fort en question, donc je suis très contente qu'on n'ait pas eu de maison à Port-Cros, ni même de lieu où aller. C'est vrai? Oui, vraiment. Vraiment, je dis ça honnêtement. Mais vous aimez venir en visiteuse d'une période qui a un début, une fin, quoi. Oui. En touriste un peu. En touriste, ouais. En touriste éclairé, mais en touriste anonyme éclairé. C'est bien, c'est un bon statut, vous avez tout à fait raison. Est-ce que vous pourriez définir ce que Marceline Henry et Pierre Buffet aujourd'hui dans sa lignée nomment l'esprit de l'île?
C'est une grave question. L'esprit de l'île actuellement, après Marceline Horry, ou cet esprit que peut-être Pierre essaie un petit peu de perpétuer. C'est une grosse inquiétude. Qu'est-ce que ça va devenir? Comment ça va tourner? Comment on va réussir à préserver à la fois le lieu, l'esprit, la beauté des paysages, la beauté de la mer? Ça correspond plus à un art de vivre, je sais pas, inspiré d'une certaine poésie du quotidien, ou est-ce que c'est cette nature surabondante, enfin, à quoi ça tient en fait? Est-ce que ce sont les gens, les insulaires? Pour moi, il y a la force de la nature, qui est très effrayante pour moi. Ouais. Moi, pour un empire, je sortirais pas la nuit, ici. Une fois, voilà, un souvenir marquant de Porquerolles, avec Robert de Goulaine, qui était un écrivain qu'on rencontrait ici, que Pierre aimait beaucoup et qu'on aimait tous énormément, et qui était un conteur hors pair. On n'avait plus qu'à écouter tout ce qu'il avait à dire. Il nous avait emmenés 2 nuits, avec des lampes de poche, au barrage, écouter les discoglosses. Et moi, j'ai été terrorisée par la nuit, parce qu'on entend des tas de bruits, qu'on entend... Et puis elle est inquiétante, cette maison du barrage. Ah, la nuit, et puis en le tout cas. Le barrage est inquiétant en lui-même. Et surtout, quand on est arrivé, les discoglosses se sont tus, parce qu'avec le retentissement de nos pas sur le sable, ils nous avaient entendus venir depuis très longtemps. Et on s'est assis sur la berge, et on parlait à voix très basse, et tout d'un coup, Robert de Goulaine s'est mis à coasser. Et il y a un discoglosse, donc un crapaud sarde, qui s'est mis à lui répondre, et tous les autres se sont emballés comme ça, et ils ont coassé en chœur. Et nous, on n'avait plus rien à dire, il y avait un vacarme terrifiant. Et quand on s'est levé, on a de nouveau fait retrembler la terre, ils se sont tous tus, et on est reparti. C'était merveilleux. Un peu terrifiant quand même. S'enfoncer dans la forêt, je vois mes grands-parents, ils mangeaient au manoir, au toiton, et ils rentraient à la vigie de nuit. Ah mais oui. moi, ça, je le ferais pas pour un empire. Même voir la voie lactée dehors, j'ai peur. Donc vivre sur une île au milieu de la nature, ça demande une grande culture, voilà, pour tenir le coup. Mais c'est le lieu où, voilà, nature et culture se rejoignent très intimement. Il faut connaître les deux. Moi, je connais pas assez bien la nature. Ouais. J'essaye de rattraper ça par un peu de savoir sur l'île, quoi. Mais c'est vrai que faire l'expérience, c'est encore autre chose. Ouais. Vous écrivez dans le préambule des mémoires de Pierre Buffet que ce livre se veut une réflexion sur l'expérience individuelle et commune que Porquerolles, par miracle, représente toujours. Est-ce que c'est le propre des îles, selon vous, ou des territoires circonscrits au fort pouvoir d'attraction, d'agir à la fois individuellement et collectivement sur ceux qui choisissent de s'y installer ? Alors je pense que les îles, vraiment, c'est fait pour ça, quoi. Mais c'est une expérience qui peut être terrible, enfin qui est complexe à mener. Il faut vraiment être très armé psychologiquement. Mais on a des traces, on a des témoignages, on a de quoi reconstruire un petit peu, encore une fois, le passé d'un territoire circonscrit par la mer, où a priori il ne se passe rien, donc personne n'écrit, les méros n'écrivent pas l'histoire de la mer. Donc on a un champ d'expérience intellectuelle d'une certaine manière et puis aussi spirituelle, je pense. Et la dimension de Porquerolles est parfaite pour ça. Je serais à Porquerolles, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Il y a plus de monde. Il y a plus de monde, puis il y a de la forêt, il y a du maquis, il y a des sentiers, mais il y a aussi des champs. Oui. Il y a plus de diversité dans le paysage. C'est un paysage qu'on connaît, quoi, qu'on reconnaît. On n'est pas tout seul dans le paysage. Ici, on peut être tout seul dans le paysage. Et c'est pour ça que la statue de Saint-Joseph à l'entrée du chemin, qui est un hommage à Saint-Joseph parce que quelqu'un s'était perdu dans l'île et qui a fini par retrouver le port et qui a élevé cette statue à Saint-Joseph pour le remercier de l'avoir sauvé de l'égarement total, me semble un résumé parfait de l'île. Merci pour l'histoire de la statue de Saint-Joseph, dont on me demandait justement ce qu'il faisait ici. Oui, il semble que ça soit vraiment quelqu'un qui soit perdu dans l'île, dans les brumes en hiver, et qui avait beaucoup de mal à retrouver son chemin, et qui
qui a fini par le retrouver et qui a donc élevé cette statue. Et Marcel Arlan lui-même, en 1927, la première fois où il est venu à Port-Cros avant de son mariage, il écrit une très drôle carte postale à Jean Paulhan en lui disant, mon grand-père étant resté à Paris, lui disant, ah ben, je vous remercie pour votre île, je me suis perdue, je me suis déchiqueté les pantalons, les genoux, je retrouvais plus mon chemin. Finalement, il y a des pêcheurs à minuit qui m'ont vu, que j'ai hélé et qui m'ont pris 500 francs pour me ramener au port. J'aime beaucoup, ça illustre très bien, je trouve, la phrase de Pierre dans l'entretien que j'ai fait avec lui qui dit « ça les ramenait à hauteur du sol ». Cette communauté littéraire. Exactement. Avec beaucoup de sympathie, il disait ça bien. C'est ça. Alors, est-ce que vous connaissez un petit peu les îles de Porquerolles et du Levant ou pas? Alors, le Levant, j'y étais une seule fois, ouais. Mais j'aimerais beaucoup savoir plus de choses sur la colonie agricole et le bagne pour enfants. Et j'ai lu avec passion le livre de Claude Gritty, je l'ai même lu plusieurs fois, sur cette histoire. À Porquerolles, ce qui m'intéresse, c'est les forts. Les forts. Ouais, j'aimerais tous les visiter, voir les souterrains, comprendre comment ils ont été restaurés, pourquoi, comment. Ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Vous vous freinez là, Claire, ou pas, pour aller sur le... Parce que là, vous avez des deux terrains, je pense aussi. Non, oui, je me freine un petit peu, c'est sûr. Et puis, moi, mes seules vacances méditerranéennes, c'est ici à Port-Cros, donc je peux pas trop me disperser non plus. Justement parce qu'une fois que je suis quelque part, je suis comme la rapette, comme dit Pierre, il faut que je comprenne là où je suis. J'ai l'impression que vous avez un esprit tellement curieux et de chercheuse que c'est difficile si vous arrivez sur un autre terrain de jeu, ça va commencer. Je comprends rien, ça me semble un peu bête, quoi. Alors vous qui venez, peut-être, on peut pas dire peut-être régulièrement, mais en tout cas vous venez à fréquence régulière depuis une trentaine d'années à Port-Cros. Comment vous voyez l'île évoluer? Est-ce que vous dites quand vous l'avez découverte que vous aviez l'impression que c'était celle qui vous avait été décrite, que vous aviez vue peut-être sur des photos, mais vous là depuis vos 30 ans d'expérience personnelle sur l'île, est-ce que vous voyez des choses évoluer? Oui, j'ai vu des choses évoluer, j'ai vu des terrasses de café mordre sur l'espace public, mais ça arrivait du temps de mon grand-père aussi. J'ai surtout beaucoup d'inquiétudes et je ne cesse de penser à la fin. C'est quoi la fin? C'est après Pierre? Bah oui, c'est une fois que la clé de voûte sera tombée. Et c'est horrible pour moi de dire ça, mais qu'est-ce qui va se passer? Je crois que je préférerais ne pas voir. Ou voir une fois par curiosité, mais j'ai beaucoup de mal à penser à ça. Vous n'êtes pas la seule. Parce que j'ai l'impression que tout tient par miracle, qu'il faut une personnalité forte, morale au sens éthique ou non? Oui, plutôt éthique que la moralité de vie personnelle, quoi. Mais surtout très forte, que pour moi Pierre représente complètement, qui est impressionnante d'ailleurs aussi. Et je peux pas imaginer ce qui va se passer après lui. Et c'est probablement idiot, probablement je suis trop attachée, mais c'est j'ai trop peur de ce qui va se passer après pour avoir envie Enfin, je suis pas assez sociologue pour regarder ce qui va se passer. Ouais, je comprends ce que vous voulez dire. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé connaître dans le Port-Cros des années d'avant-guerre, à l'époque où votre grand-père et la NRF occupaient encore le fort de la Vigie? Oui, la vie quotidienne. Oui, le ravitaillement, les bateaux, les cafés, que je vis d'ailleurs actuellement, mais j'imagine que dans les années 20 ou 30, ça devait être encore plus beau, surtout l'arrivée aux Salindières, à Hyères même, le voyage en train qui était pas tellement plus long. Enfin, mes grands-parents, par exemple, ils changeaient à Marseille, ils passaient une nuit à Marseille ou une nuit à Toulon. Moi, je passe la nuit à Hyères maintenant. C'est pas très différent. Mais ce qui m'aurait intéressé de voir, c'est par exemple Marceline Henry quand elle traçait les sentiers à l'intérieur de l'île. Pierre raconte ça très bien. Elle allait avec des vieux draps qu'elle avait déchirés en charpie
Ouais. Et elle avançait dans le maquis et elle mettait des draps, des bouts de draps, des filaments de draps aux arbres. Et derrière, il y avait des hommes qui abattaient tout, qui déracinaient tout pour faire un sentier. Ah et oui, elle reliait comme ça, elle faisait des sentiers, des routes, des sentiers d'agrément souvent, mais qui reliaient un puits à un autre, une ferme à une autre, etc. Et tout en ayant une très bonne compréhension de l'île, quoi. Ouais. Oui, et puis cette femme qui devait manœuvrer et diriger des hommes, ça devait être quelque chose. Oui. C'est le comportement d'une reine. Exactement. Il me reste 3 questions, Claire. Est-ce qu'au fil des années, vous vous êtes attachée à cette île? Oui, bien sûr. Et en même temps, comme je crains ce qui va arriver, ce qui peut arriver, je me prépare à prendre un peu de distance. Oui. Vraiment? Oui. Déjà? Oui. Ouais. Je me dis, un jour, je pourrais plus venir à Port-Cros pour une raison X. Soit je supporterai plus. Ouais. Soit Pierre me manquera trop. Ouais. Soit j'aurai plus ma place. Voilà. Et ma place, c'est de travailler sur l'histoire de l'île, l'histoire intellectuelle de l'île, quoi. Ouais, voilà, ma petite place, c'est ça. Précieuse. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous arrivez sur l'île? Vous avez parlé de ce premier retour. Là, vous revenez une fois par an, c'est ça à peu près? Une ou deux fois par an. Est-ce qu'il y a quelque chose? On dit souvent, je vous pose cette question parce que souvent les personnes, que ce soit à Porquerolles ou Port-Cros, j'ai pas encore eu l'occasion d'avoir des échanges à ce sujet-là, mais de l'arrivée sur l'île, est-ce que ça génère quelque chose chez vous de particulier? Bah bien sûr, quand on passe le cap, la pointe du Grand-Père, le fort du Moulin, et qu'on voit cette paix, cette beauté, cette végétation, et qu'on se dit je vais passer 5 jours ici ou une semaine, ça va être délicieux, etc. Déjà on est reposé, enfin on est calme avec soi-même, on sait qu'on va faire des rêves, qu'on va beaucoup marcher, qu'on va travailler, qu'on va trop manger. Puis il y a cette traversée qui est longue, une heure, qui est longue et belle. On a le temps de se mettre en disposition aussi pour accueillir ça. Ma dernière question, Claire, quand vous êtes loin de l'île et que vous pensez à Port-Cros, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit? C'est Pierre. C'est Pierre. Ouais. C'est Pierre et ses filles, d'une certaine manière. J'en parle un peu tardivement, mais c'est vrai que, en tout cas, alors, je sens une forme de continuité de Marceline, quoi. Vraiment. J'espère qu'elle jouera ce rôle-là et qu'elle permettra à l'île de continuer sur sa lancée. Mais c'est comme si l'île avait une vie propre aussi. Une navigation propre aussi. Bon, merci beaucoup, Claire, pour votre regard et le fabuleux travail que vous menez. Merci pour ces questions très pertinentes. Merci à Claire pour sa finesse et l'incroyable travail de mémoire qu'elle réalise sur Port-Cros. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolles.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcast, Google Podcast ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour les détenteurs d'iPhone, si vous voulez apporter un vrai coup de pouce au podcast, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours très plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt!